C'est lundi, que lisez-vous? On n'est pas lundi, on est mardi. Je vous ai déjà fait le coup. Mais j'ai une bonne raison. Ou une raison valable. Le chien a mangé mon cahier, j'ai pas retrouvé mes notes, le chat a pissé sur mes livres. Ou alors j'ai passé la journée d'hier à l'hôpital, tout simplement, pour mes examens mensuels. Et du coup, j'ai pas pu tourner ma vidéo. Donc, vous me permettrez cette petite entorse au règlement du c'est lundi, que lisez-vous? Ce qui m'a permis en plus de finir un livre en plus, donc j'ai 4 livres à vous présenter. C'est parti. Alors cette semaine, ça va être compliqué de vous parler de mes lectures, parce que ça a été ce que j'appelle une semaine bof. C'est-à-dire que je suis passée de livre en livre sans avoir de réel... pas forcément coup de cœur, parce que vous avez pu remarquer que les coups de cœur, je les donnais pas vraiment facilement. Mais sans, voilà, gros moments de lecture hyper intense ou hyper émouvant, jusqu'à hier. Hier, j'en ai eu un petit. Et du coup, voilà, on enchaîne les lectures sans que ce soit des livres mauvais, c'est pas des livres qui m'ont fait triper. Du coup, j'en attaque un, je le lis, ouais, bon, c'est pas mal, mais je vais pas m'en souvenir super longtemps. J'en attaque un deuxième, ouais, d'accord, ça s'annonce être la même chose. Bon, qu'est-ce que je lis après? Parce que j'aimerais bien avoir un truc un peu sympa et j'ose plus sortir des livres de mes bibliothèques tellement j'ai peur de tomber sur un livre qui soit encore bof. Et je les ai cumulés cette semaine. J'attaque directement en vous parlant de Le bonheur n'est pas un sport de jeune fille de Élise Thiel-Roy, qui m'avait été offert dans le cadre du swap, je ne sais plus lequel. Voilà, bien joué Laurence. C'est pas grave, pardon. Ça m'avait l'air pas mal. On était dans un contexte thalassothérapie, où il y allait avoir différentes petites histoires peut-être connectées entre elles autour d'un personnage central dont j'ai déjà oublié le nom. Rappelez-vous, hein, quand au bout d'une semaine vous avez déjà oublié le nom des personnages, c'est que... Voilà. Guillemette, en plus c'est mignon, elle s'appelait Guillemette. Donc Guillemette, c'est une jeune femme qui a fait des études de kiné, d'ostéo, qui se retrouve à travailler dans un centre de thalasso. Elle aime beaucoup son travail, elle a ses petites clientes habituelles plus des petits nouveaux et on se doute bien que voilà, ça va être l'environnement principal. À côté de ça, il y a une espèce de pseudo-intrigue autour d'un secret de famille dans la famille de Guillemette, et c'est de là que va se dérouler toute la suite d'incidents et d'anecdotes, parce qu'elle va apprendre quelque chose de très lourd, du domaine du tabou familial un peu. Ça va la perturber, et voilà, les événements vont s'enchaîner, vont s'entrechoquer, et on va découvrir d'autres galeries de personnages. Ça fait penser un peu à un film de... comment est-ce qu'il s'appelle ce petit monsieur? Voilà. Et là, c'est là que je vais être contente de pouvoir couper au montage pour vous éviter les 10 minutes où je recherche le nom du monsieur. Je vais pas le trouver, je le mettrai là, je vais le mettre là. C'est celui qui a écrit notamment Tout ça pour ça, c'est un grand réalisateur français hyper connu, mais là, il veut pas venir sur le bout de ma langue, petit coquin. Bref, ça me fait penser un peu à ça, voilà, ces galeries de personnages. Vous savez où vous avez une porte qui est en train de se fermer, ou plutôt une porte qui se balance, là, je sais plus comment on dit. Bref, vous avez la porte qui s'ouvre, vous avez quelqu'un qui rentre et du coup la scène se... Non, je recommence. Vous avez la porte qui s'ouvre, vous avez quelqu'un qui sort et du coup la scène se termine. Mais il y a quelqu'un qui rentre et hop, il y a une nouvelle scène qui démarre. Vous voyez, c'est un peu ce genre de truc. Et tout le bouquin est fait comme ça. Donc c'est pas mal. Sauf que les histoires en elles-mêmes, elles sont un peu... On a un couple qui se retrouve là pour essayer peut-être de reconnecter les morceaux après la naissance du Xème enfant. On a une jeune femme, elle j'ai beaucoup aimé, alors malheureusement c'est pareil, j'ai pas retenu son nom, je crois que c'est Candide ou Candice, mais j'en suis pas sûre. Stéréotype de l'hôtesse de caisse qui n'a jamais eu de chance dans sa vie, qui a un mari qui est particulièrement pas odieux avec elle, mais bien gros beauf, vous voyez, et qui gagne cette semaine de thalasso, donc elle est un peu perturbée parce qu'elle a jamais pris soin d'elle, elle est un peu lourdasse, gauchasse au milieu, au milieu de tous ces gens un peu plus bling bling qui font des thalassos toutes les années par exemple.
Et c'est assez mignon de la voir évoluer dans ce monde qui n'est pas du tout le sien, d'essayer de trouver sa place et de finalement finir par se laisser aller. Donc elle, je l'ai bien aimé ce personnage. Mais sinon, il va pas rester dans les annales celui-là non plus, quoi. Je suis désolée. On enchaîne avec la boutique de la seconde chance de Mickaël Zadourian que j'avais dans ma palle, mais depuis presque 2 ans, je pense. C'est mon chéri qui me l'avait offert. J'avais été très enthousiaste à l'idée de le lire parce que le titre, ainsi que le 4e de couverture, me laissait à penser à une histoire autour d'objets cassés qu'on va réparer avec peut-être voilà, une métaphore filée autour des gens qui vont rentrer dans la boutique et qui vont essayer de se faire réparer aussi après des petits bobos au cœur, ce genre de choses. Donc j'en attendais beaucoup et ce fut une petite déception. Une petite déception parce que, à mon sens, ce livre est très mal exploité. Il y a une idée qui est géniale, une idée qui est très belle, qui correspond à beaucoup de mes valeurs, de mes envies. C'est plein de poésie, c'est plein de belles choses, mais ça s'emboîte pas. Ça s'accroche pas. Je sais pas comment le dire. Il y a certains passages qui sont magnifiques, toujours avec cette idée de lien entre un objet et une émotion. Le personnage principal va perdre notamment sa maman et se retrouver à devoir débarrasser la maison de tous ses objets. Et voilà, il y a quelque chose de très beau parce qu'il retombe sur d'anciennes photographies que son père a pu faire de sa maman, des photos de nu, c'est très joli, c'est très beau. Et à côté de ça, vous avez des passages avec des listings complets d'objets qui en plus de ça ne nous évoquent rien, ou en tout cas ne m'évoquent rien, parce que c'est un livre qui est traduit de l'américain, donc c'est pas les mêmes objets que chez nous, c'est pas les mêmes marques, donc le lien affectif que je pourrais avoir si on m'avait parlé d'objets que j'avais moi quand j'étais petite, genre je sais pas, les petits poneys ou certains objets Hasbro, ce genre de choses, ça m'aurait créé de l'émotion. Alors que là, ça ne m'évoque rien. C'est comme si vous comparez 2 marques de céréales entre une marque américaine et une marque française. Si je vous dis Cornflakes, Kellogg's, ça va peut-être vous dire quelque chose. Si je vous cite une marque américaine, ça va pas forcément vous tilter, vous n'allez pas vous voir devant votre petit déjeuner avec le frère, la sœur, la maman qui crie, le papa qui va travailler, et autres magnifiques stéréotypes du genre. Bravo Laurence. Ah, cliché un jour, cliché toujours. Et le plus triste dans tout ça, c'est que nous avons 2 personnages principaux qui sont particulièrement attachants. D'un côté, il y a Richard, dit Chifo, et de l'autre côté, nous avons Teresa. C'est quoi l'histoire de ce bouquin? Parce que, accessoirement, ça peut être pas mal de vous en parler. C'est donc... Alors, je dis jeune homme, mais je sais pas, il doit avoir entre 35 et 40 ans, on va dire, je pense, peut-être un peu plus jeune, qui tient un magasin de brocantes, qui adore les brocantes, donc qui passe son temps à sillonner les brocantes, les vides-greniers, les dépôts-ventes, ce genre de choses. Donc il y a plein d'histoires autour de ces objets, qui a ce côté un petit peu vieillot, on l'imagine bien, un peu mal fagoté, qui sait pas trop se positionner dans la société, qui est un peu en décalage avec le monde moderne, avec achetons toujours plus, le dernier truc à la mode, etc. Et puis un jour dans sa boutique débarque une jeune femme, on sait pas trop d'où elle sort. Elle m'a fait penser à certains personnages féminins de Tarantino dans son côté what the fuck, quoi. La nana qui va venir complètement bouleverser son univers parce qu'elle est super haut perché et parce que on sait pas trop si elle l'aime, si elle l'aime pas, si elle se sert de lui ou si elle a des sentiments et qu'elle sait pas les exprimer, dans une relation qui est très passif-agressif et qui fait vivre malgré tout le récit. Mais encore une fois, voilà, il manque, je sais pas, il manque un truc qui lie le tout. Et c'est vraiment con, parce que je vous dis, cette Teresa et ce Chifo là, ils ont un truc. C'est comme si vous aviez 2 super personnages et que vous les aviez collés dans la mauvaise histoire. Voilà, c'est l'impression que j'ai en terminant ce bouquin. Donc, bof. Allez, un petit coup de lumière parce que le soleil il est en train de se carapater et je vous parle d'une relecture qui est un livre de développement personnel qui s'appelle Virage à 180 degrés de Michael Heppel. Voilà, j'avais besoin d'un livre court que je connaisse déjà et qui m'avait déjà plu, qui me remette un petit peu les idées en place après une semaine difficile, on va résumer ça comme ça. Et ce livre-là, je l'ai déjà lu 2 ou 3 fois, facilement. C'est de ce genre de livre que vous ne revendrez jamais parce que vous avez gribouillé dedans avec
plusieurs stylos, et bien sûr des stylos indélébiles. J'en vois déjà qui sont en train de frissonner, que vous avez fluoté certains passages. Ouh, c'est difficile pour vous, je vous torture. Et alors, le summum du summum, j'ai corné certaines pages. Livre maléfique. Bon, le problème des livres de développement personnel quand vous les relisez alors que vous vous êtes vous-même développé, si je peux dire ça comme ça, c'est que y a certains passages où vous y retrouvez pas du tout et ça peut moins vous plaire ou moins vous parler. Et d'autres fois, c'est le contraire, certains passages que vous aviez complètement zappé parce que vous vous disiez... Ouais, on va dire ça comme ça en France. Français? Français, pas français? Vous me direz en commentaire. Ça vous paraissait pas opportun, et ben là d'un seul coup, ah mais comment j'ai pu ne pas voir ça la première fois? Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Virage à 180 degrés, où j'ai pu faire le point sur ma propre évolution, progression, amélioration, mais j'ai moins, clairement j'ai moins accroché. Il y a des passages que j'ai trouvé un peu plus basiques, premier degré, mais qui m'avaient pas du tout paru premier degré la première fois, parce que j'ai fait des croix à côté, hein, donc c'est bien qu'il se passait des trucs. Mais voilà, ce que j'ai gardé, j'ai quand même recoché certains trucs, je vais essayer de vous les retrouver assez rapidement. J'ai relu quand même la partie sur la santé, en ce moment ça me paraissait être pas une trop mauvaise idée. La partie aussi sur l'énergie, sur comment remettre de l'énergie dans son corps. Il y a David Laroche qui en parle très très bien, je ne sais pas si vous connaissez ce jeune homme, j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois en conférence, de l'interviewer, etc. Il est souvent comparé à l'Anthony Robbins américain. Voilà, il a ce truc autour de l'énergie que j'ai retrouvé dans le livre de Michael Heppel, donc ça m'a un peu aidé de le relire. Une partie sur l'argent aussi qui est hyper importante. Ensuite, une dernière partie que j'ai pu cocher sur la créativité, voilà, puisque c'est un sujet sur lequel je suis en train de bosser en ce moment. Pour vous résumer en fait que ça vous évoque peut-être quelque chose ou pas, Virage à 180 degrés, c'est tout simplement comment prendre le contre-pied de notre façon habituelle de faire face aux événements. Et ce livre est assez court, hein, il fait, je sais pas, il doit faire 200 et quelques pages. Et il évoque plein de sujets, donc je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais là il y a une marge en fait avec différents noms, différents thèmes, qui sont le bonheur et la confiance en soi, l'amitié, l'amour, la famille, la santé, l'argent, le succès, la créativité, le travail et les affaires, l'avenir, et la rubrique fourre-tout qui s'appelle tout le reste. Et donc vous pouvez lire ce bouquin en une seule traite si vous avez envie de passer tous les chapitres, mais vous pouvez aussi aller directement aux chapitres qui vous intéressent parce qu'ils sont sans lien les uns avec les autres, donc c'est un côté pratique. Moi j'aime bien les bouquins de développement personnel qui sont faits comme ça, parce que c'est la plupart du temps des livres que vous ne lisez pas de A à Z, quoi. C'est pas un truc que vous suivez de façon linéaire, vous allez directement au chapitre ou au thème, à la thématique qui vous intéresse, donc c'est ce que ce petit bouquin permet de faire. Donc si vous avez déjà énormément lu sur le développement personnel d'une façon générale, ne perdez pas votre temps avec ce bouquin. Si vous cherchez quelque chose d'assez généraliste, qui ne donne pas de grandes idées, mais qui peut vous permettre de vous booster gentiment à un moment où vous n'avez pas trop le moral, il fait le job. Dernier livre dont je vais vous parler, et j'ai mon anti-sèche parce que le bouquin est resté dans la voiture, donc je vais vous coller à la place la photo quelque part. Il s'agit de Sequoia Island de David Vann. Alors vous avez peut-être vu passer sur la chaîne de Séverine Il est bien ce livre, ou sur sa page Facebook qu'elle allait lancer des lectures communes autour des livres de David Vann en juillet. Il se trouve que en parallèle, moi j'avais choisi de faire une lecture commune avec une copine à moi qui est la Dinde, je vous mettrai son blog en barre d'infos, et on avait choisi donc ce livre puisqu'elle me l'avait offert il y a quelques mois de ça. Et alors là, déjà, je peux vous dire que je vais lire d'autres livres de David Vann parce que je veux savoir si cet homme-là est un très bon et qu'il a juste foiré la fin du livre que j'ai lu, ou si c'est sa façon d'écrire, et dans ce cas-là, je vais pas être copine avec lui. Alors, de quoi parle Sequoia Island? Nous avons un papa qui a plus ou moins foiré sa vie, qui vient de divorcer pour la deuxième fois, qui est un peu paumé, qui décide de se reprendre en main et de partir vivre sur une île perdue en Alaska avec son fils de 13 ans pendant 1 an. Il a donc tout vendu pour s'acheter un chalet complètement paumé, il embarque son fils sous son bras et ils partent tous les deux vivre une expérience incroyable qui devrait avoir pour but de les relier pendant 1 an. Arrivé sur place, on se rend rapidement compte qu'il va y avoir une couille dans le potage parce que petit à petit, le père
semble péter les plombs, il est pas trop à sa place, il sait pas comment s'occuper de son fils, et même pire que ça, il sait pas trop comment s'occuper de la maison et de tout ce qu'ils doivent prévoir en prévision de l'hiver, puisque l'idée c'est de pêcher, chasser, créer des abris, mettre du bois de côté, bref, faire tout ce qu'il faut pour pouvoir traverser l'hiver en Alaska tout seul sur une île, où le seul moyen de voir un pecno, c'est un hydravion qui passe une fois tous les 15 jours, quoi. Vous voyez un peu le truc, quoi. Donc il y a cette ambiance un peu glauque qui commence à monter au fur et à mesure que l'hiver se rapproche, que le père, clairement, il est pas clair, c'est le cas de le dire. Il est un peu complètement à l'ouest même, il fait peur, on se demande comment le gamin va s'en sortir, on se rend bien compte que si le gamin avait pas un minimum de jugeote, mais au bout de 3 jours il serait déjà en train de mourir de faim, et le gamin se rend compte que son père, c'est pas ça quoi. Et on a l'impression que petit à petit, les rôles s'inversent. Et qu'en gros, le fils devient père et que le père devient fils. Et il y a quelque chose de très très malsain qui s'installe. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et le bouquin, il est fait en 2 parties. Première partie, deuxième partie. Et dans cette première partie, voilà, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et à la fin de la première partie, mais vous vous prenez une claque dans la gueule, les amis, un truc que vous sentez pas du tout venir. J'ai relu, et ce qui est très rigolo, c'est que ma copine a fait exactement la même chose, j'ai relu les 2 dernières pages pour être sûre que j'avais bien compris ce qui venait de se passer, tellement c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc là, je me dis, waouh, génial, excellent, magnifique, et comment ça se passe ensuite? Et là, je commence ma deuxième partie, et la deuxième partie, elle est hyper intense, et c'est glauque, et c'est dégueulasse, et je me dis, mais... Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et puis... pétard mouillé. Voilà. Je suis sûre que je vous ai donné très très envie de le lire. Non, vous allez le lire juste par curiosité pour voir pourquoi pour moi ça a fait un pétard mouillé et est-ce que pour vous ça fera un pétard mouillé. Mais j'étais dégoûtée parce que le bouquin il fait à peu près 230 pages. Vous avez, allez, 180 pages qui sont mais vraiment vraiment bonnes, où ça monte crescendo, où vous vous attendez à des trucs et finalement c'est pas ce qui se passe, et même quand vous y attendez c'est encore un peu plus dégueulasse que ce que vous avez pu imaginer. Et puis il y a cette fin qui à mon sens est sans queue ni tête, un peu... je sais pas comment terminer mon livre donc je vais faire ça, alors qu'il y aurait pu avoir au moins 2 voire 3 fins différentes, beaucoup plus, peut-être attendues, mais beaucoup plus palpitantes que ce... Non, je suis dégoûtée. Franchement, je vous le dis, je suis dégoûtée. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça que je vais lire un autre bouquin, au moins de ce bonhomme, pour savoir si c'est juste que là, il a foiré son coup, mais qu'il écrit de façon excellente la plupart du temps, ou si vraiment c'est sa façon de faire. Et dans ce cas-là, ce sera sans moi et ce sera bien dommage parce que ce bouquin, il y a un gros potentiel. Je pense que beaucoup vont l'avoir aimé du début à la fin, mais moi, non. Vous allez finir par croire que j'ai un problème avec la fin des bouquins. Mais moi, quand ça monte en trash, en gore comme ça, mais je veux que ce soit trash et gore jusqu'au bout, quoi. Vas-y, assume. C'est comme l'autre livre là que je vous ai spoilé la dernière fois parce que c'est pareil, et non, à la fin, sur les papillons et les oiseaux et les machins. Bon là, c'est pas des papillons et des oiseaux, ça reste quand même dans le thème, mais non quoi, merde, soyez odieux jusqu'au bout, assumez. À côté de ça, en lecture en cours, j'ai toujours mon Tarantino que je lis en toile de fond, c'est ce que j'appelle le livre des WC, c'est le livre des toilettes, je lis quelques pages par-ci, par-là. Pas forcément qu'aux toilettes, hein, mais c'est la façon de dire que je le lis petit bout par petit bout, parce qu'il part vraiment dans tous les sens, et pour le coup, ça me gêne, parce que c'est pas ce que j'avais envie de lire, je vous en parlerai plus en détail, ça me gêne un peu, mais finalement c'est assez... ça ressemble assez au personnage ou à l'idée qu'on peut se faire de Tarantino, donc il y a quelque chose du domaine de la logique. Voilà, et vous lisez quoi en ce moment? À bientôt.